Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci évidemment au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires, l'Union des entreprises de Moselle, je salue son président André Boussert. Remerciements également à Orange et à sa déléguée régionale Patricia Lecoq et à l'artisan horloger joaillier Alexandre Bianchi. Bonjour Alexandre. Je salue aussi notre partenaire audiovisuel, Wallvision, parce que comme vous le voyez, cette émission est évidemment est enregistrée et sera diffusée sur le site de la semaine et sur nos réseaux sociaux. Elle fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité politique locale sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, sur les enjeux politiques, économiques de notre région. Pour ce nouveau numéro de Sans Filtre, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Cuny. Bonjour. Pierre Cuny, bonjour. Donc, vous êtes maire de Thionville, président de la communauté d'agglo Porte de France Thionville. Vous êtes aussi conseiller départemental. Et sur l'échiquier politique, vous vous situez au centre droit, puisque vous êtes membre actif d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, dont vous êtes d'ailleurs le responsable départemental. Et vous étiez aussi candidat au sénatorial. C'est l'actualité de ces derniers jours, l'actualité de ce week-end, ce dimanche. Les sénatoriales ont eu lieu dimanche. Je l'ai dit, vous étiez candidat, pas tête de liste, mais en 5e position sur la liste d'Anne Boucher. Une liste donc Horizon, liste qui a totalisé 10% des suffrages, mais n'a remporté aucun siège. On y reviendra bien évidemment. Pour information et pour rappel, la liste conduite par Jean-Marie Mison et soutenue par les Républicains a remporté 3 sièges. Le Parti Socialiste avec Michael Weber, 1 siège, de même que la DVD Christine Herzog. Pierre Cuny, donc pas d'élu, et pourtant c'est passé à un poil, si je puis dire. Oui, alors déjà, bien sûr, j'adresse toutes mes félicitations à tous les élus, dont une partie font partie quand même des gens qui me sont assez proches. Il est important que Horizon, qui se structure aujourd'hui en France, et d'ailleurs la Moselle est une des fédérations les plus actives en France pour le parti d'Édouard Philippe, soit représenté sur le territoire. On avait fait le choix de partir avec une candidate qui n'était pas élue. Ce qui a fait tête de liste, Anne Boucher. Tête de liste, Anne Boucher. Ce qui a fait d'ailleurs couler pas mal d'encre et qui a permis à certains de ses adversaires ou concurrents de, quelque part, minimiser cette candidature. Et puis en fait, c'était une campagne absolument exceptionnelle sur le terrain. Ça nous a permis, j'ai été très actif effectivement sur cette campagne, de rencontrer plus de 150 maires, avec une perception effectivement, alors clair, je vais rentrer dans le détail, d'Édouard Philippe absolument exceptionnel. C'est là où je vois quand même qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans notre pays sur Édouard Philippe. Et au niveau donc local, une candidate, Anne Boucher, qui était rayonnante, qui était solaire. Je rappelle qu'on a fait 287 voix, qu'on est à 2 voix d'avoir un siège sénatorial. Et donc c'est un résultat sur le plan de l'implantation de l'équipe Horizon absolument exceptionnel. Est-ce qu'il n'y a pas comme une déception finalement, là on est 2 jours après? Alors j'allais le dire, ouais. Et à titre individuel, bien entendu, pour Anne, pour nous, je vois il y a Jean Zordan qui était le numéro 2 sur la liste, c'est bien sûr une déception à titre individuel, bien entendu. Mais je pense que dans toute défaite déjà, il y a les prémices de victoire. Et pour nous, c'était important, lorsqu'on était parti, et Jean est là, c'était surtout pour se compter, pour voir un peu. Je rappelle que j'ai développé le parti Horizon il y a 8 mois. Donc on n'est pas à 5 ans, on n'est pas sur des partis, 8 mois. En 8 mois, on a plus de 300 adhérents, dont un tiers sont des maires. Et j'ai installé 25 comités municipaux. Il faut voir le relais sur le terrain. Et on arrive avec 287 voix, et dont on sait pertinemment qu'il nous a manqué une trentaine de voix dans les 2 derniers jours pour des raisons, on va dire, de politique politicienne. J'irai pas plus loin. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a un sénateur très connu de la Moselle qui a bien sûr son vin de sable et qui a été expliqué que les bulletins n'étaient pas valables, ainsi de suite. Donc ça a mis certainement... Et vous pensez que ça vous a coûté une trentaine de voix, cette histoire? Oui, oui, c'est sûr, oui, une trentaine de voix. Voilà, mais c'est tout. Mais je crois qu'il faut être fier. Il faut être très très fier de nos 2 têtes de liste, Anne Boucher et Jean Zordan, et ceci
pour moi, alors, responsable d'Horizon, est un élément qui me permet de penser qu'on a fait une excellente campagne, qu'on est plutôt sur une campagne très réussie, et ça annonce effectivement une dynamique qui est très très forte. On est, enfin je le dis à toutes et à tous, certainement la force politique la plus dynamique aujourd'hui sur le territoire. On est parti de zéro. Je rappelle qu'en décembre 2022, lorsque j'ai été nommé responsable départemental, il y avait 2 comités municipaux. Bon. Et il y avait 50 adhérents. Aujourd'hui, on a plus de 300 adhérents en 10 mois. Combien de comités 25 comités municipaux avec 2 nouveaux qui vont être créés, avec un objectif d'ici 1 an d'avoir 60 comités municipaux. Mais la tournée, j'ai envie de dire, que j'ai fait, le marathon des maires aux côtés de Jean et de Anne, a bien montré l'écoute qu'il y avait dès qu'on parlait d'Édouard Philippe. Et dès qu'on parlait, je sens bien qu'au niveau des maires, mais bien entendu, et des grands électeurs, c'est le métier qui veut ça, il y a une écoute très attentive à la politique nationale, c'est évident. Donc vous dites que l'action notamment de l'ancien sénateur Joël Masson vous a coûté quelques voix, mais est-ce que ce qui vous a coûté des voix aussi, c'est de ne pas avoir l'appui éventuellement du MoDem et de Renaissance, c'est-à-dire que les 2 autres forces normalement de la majorité présidentielle? Alors, je vais être clair, j'aurais préféré qu'ils soient avec nous. Ça aurait été je le rappelle, voilà, vous n'avez pas réussi à vous entendre lors de la constitution de la liste. Je vais être clair, j'en ai parlé avec, ici, j'ai mon ami Emmanuel Bertin, qui est l'attaché parlementaire d'Emmanuel Rouge. J'aurais préféré qu'on parte ensemble. J'ai toujours été quelqu'un qui fédère. Et là, pour des raisons qui leur sont propres un peu, donc on est parti avec une liste Horizon. Mais inversement, alors je le dis sans aucune malice, ça nous a permis d'avoir plus de voix. Je suis clair. Puisque à partir du moment où on arrivait chez beaucoup de maires, la première question qu'ils nous disaient, mais vous êtes avec Macron ou contre Macron? C'est la première chose. Alors, vous répondez quoi? Je ne suis pas contre Macron. Mais je suis critique par rapport à certaines actions, mais je ne suis pas du tout contre Macron. Moi, je rappelle, j'étais le premier maire d'une grande ville, en 2007, à appeler à voter pour Emmanuel Macron à 20h01, lorsqu'on a le combat terminal entre Macron et Le Pen. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème. Je sais où sont les valeurs républicaines. Et donc, je suis quelqu'un qui est fortement engagé maintenant auprès d'Édouard Philippe, qui était Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a fait un travail pour moi remarquable. Et nous sommes dans la majorité présidentielle. Mais nous avons, Horizon à son propre courant de pensée, et les 287 voix me montrent quelque part, puisque je rappelle qu'en 2017, notre ami Bernard Guirquinger, qui avait représenté à l'époque, avait fait moins de 250 voix. Alors qu'il était dans le parti présidentiel. Macroniste. Macroniste, c'était Macron. C'était moins de 250 voix. Donc ça montre bien que... mais c'est clair que ma vision, c'est de fédérer. C'est-à-dire, c'est pas du tout de s'opposer, c'est pas du tout d'ouvrir un front, c'est de travailler ensemble. Mais c'est pas neutre, quoi, ce que vous dites. C'est-à-dire que vous pensez que si vous aviez été allié au parti, à Renaissance, il y aurait eu un effet épouvantail, vous auriez perdu... Pas épouvantail. Ce que je reprécise, c'est que cela ne nous aurait pas apporté plus de voix. Voilà, je vais être clair et précis. Je ne dis pas qu'on aurait eu 3 fois moins de voix. Je dis que ça ne nous aurait pas apporté plus de voix. J'en suis persuadé. Et je pense que ceci est partagé par l'ensemble des gens qui ont fait équipe sur le terrain. C'est clair. Alors pour vous, c'est pas, si on vous entend bien, c'est pas un coup d'arrêt à la montée en puissance d'Horizon. Enfin, vous n'allez pas dire... C'est un coup d'accélérateur, vous voulez dire. Ouais. Coup d'accélérateur. Quand vous faites une sénatoriale avec une élue qui n'est pas élue sur le terrain, et vous faites 287 voix, et vous êtes à deux voix d'avoir un poste de sénateur, c'est un coup d'accélérateur et ça montre bien que la stratégie que nous développons aujourd'hui sur le territoire est une stratégie gagnante, c'est clair. Enfin, je rappelle que Horizon, je ne vais pas partir dans le rural ou semi-rural, et encore je peux en parler, puisqu'il y a beaucoup de voix qui ont été récupérées sur Boulay, sur Sarreguemines, sur Varennes et Forbach, et ainsi de suite. Mais je rappelle que la ville de Thionville, donc, est une ville dont le maire est Horizon, la ville de Montigny, donc troisième ville en importance, est une ville dont le maire est Horizon, que la ville de Metz, la deuxième adjointe, est Horizon, que Sarreguemines, le premier adjoint, est Horizon, que Saint-Avold, le premier adjoint, et ainsi de suite. Donc je veux dire, il y a aujourd'hui une accélération qui est en train de se faire. C'est pas l'alpha et l'oméga pour moi, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas partisan, qui est plutôt quelqu'un, je veux dire, de fédérer. Aujourd'hui, le choix, il est clair, et c'était le discours que j'avais. Je me bats pour qu'en 2027, on n'ait pas le choix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Moi, mon projet, il est là. Et celui qui me paraît aujourd'hui le plus capable et pour lequel j'ai certainement le plus de proximité intellectuelle, et il me le rend bien, parce
qu'on a vraiment une belle amitié donc avec Édouard Philippe, c'est que ce candidat dont je porte les couleurs puisse demain être au moins dans un combat avec vraisemblablement Marine Le Pen, parce que là on est quasiment sûr, et que son combat soit gagné. Et les enjeux des sénatoriales, même si, je le dis bien, je félicite mon ami Jean-Marie Mison, tout ça, ça se qualifie, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté dans mes propos. Mais moi j'ai placé la campagne de ces sénatoriales sur des enjeux nationaux. C'est pour ça qu'on a fait 287 voix. Parce que vous ne pouvez pas partir sur une sénatoriale en vous disant « Non, mais la nation, on s'en fiche. Hein. Nous, on va travailler la terre agricole à Reichshof. Ouais. » Non. Mais justement, par rapport à ce que vous dites aux progressions d'horizon dans les grandes villes, dans les villes, est-ce que le revers de la médaille, justement, c'est un manque d'implantation en zone rurale ou semi-rurale? Et c'est d'ailleurs ce qu'on reprochait à un moment donné aussi à En Marche. Non, parce que c'est pas finalement Horizon, le parti des gens qui vont bien. Ah ben non, justement non. Quand vous regardez les 25 comités municipaux, rien qu'autour de Thionville, il y a Thionville bien entendu, mais il y a des petites villes, il y a des villages qui sont dans les conseils, comme délégués municipaux. Et quand je regarde vraisemblablement les voix qui se sont portées sur Anne Boucher, sur Jean Zordan, c'est alors Thionville, le territoire thionvillois clairement, mais en Moselle-Est, clairement, et pas obligatoirement dans les très grandes villes. Je pense qu'autour de Beach et ainsi de suite, ça a voté pas mal. Et le Sud met ça. Je rappelle que le directeur de campagne s'appelle François Hainaut. François Hainaut, c'est le maire de Cheminot. Pas dire que ce soit quand même, on est dans l'urbanisme très développé, et il est vice-président des maires ruraux. Donc non, le parti d'Édouard Philippe s'appuie sur les municipalités, sur les maires. Le contraire de ce qui a pu être fait avec le mouvement En Marche, en sachant que je ne suis pas critique. Je dis simplement que le développement d'idées politiques se fait à partir de la base. C'est ce que fait aujourd'hui Édouard. Nous avons plus de 1000 comités municipaux actuellement en France. L'objectif, c'est 5000 d'ici 3 ans, et on en aura 5000, je le sais. Parce que rien que dans la campagne, j'ai rencontré plein de maires qui m'ont dit « Mais Pierre, moi je veux absolument rentrer, comment je fais pour créer mon poste de délégué municipal ?» Donc, et ça s'étend partout. Et donc voilà, je pense que l'enjeu de ces sénatoriales ont été pour moi, et donc je ne me suis pas à 2 voix près trompé, c'est un enjeu national, que vous déclinez sur le plan local, bien entendu, mais c'est national, parce qu'on ne pourra pas tous ici réunis se retrancher derrière notre petit doigt en 2027 en disant si on savait, on aurait dû. Oui, c'est maintenant qu'on doit. Donc le racinement d'Horizon en Moselle va continuer sur des enjeux nationaux, en tout cas. C'est national. Attends, Édouard dit toujours partir de loin, partir de la base pour remonter. Aujourd'hui, le programme présidentiel se travaille aujourd'hui actuellement avec tous les comités municipaux. Moi-même, je pilote sur le territoire thionvillois un groupe santé. Donc voilà, ça remonte en permanence sur Paris. Il y a le pôle idée qui structure un petit peu toutes ces idées qui viennent de partout. Et donc, effectivement, nous sommes dans une dynamique, et cette dynamique, il faut la poursuivre. Et ces sénatoriales m'ont bien conforté qu'en Moselle, il y avait un enjeu majeur et une attention très avancée en ce qui concerne le programme d'Édouard Philippe. Mais je dis bien, il y a des enjeux locaux, mais on ne peut pas regarder par le petit bout de la lorgnette, on ne peut pas regarder uniquement les enjeux locaux. Lorsqu'on est maire, de grande ville, maire de petite ville, on a quand même en perspective ce qui va se passer quand même dans 3 ans. Hein. Bon, je crois qu'il faut qu'on en soit tous conscients. Sans trahir de secret, vous avez eu Édouard Philippe ce matin au téléphone, c'était quoi? C'est un coup de fil un peu... Parce que j'avais donné les résultats de Anne, et il m'appelait, il est à Nairobi, et il allait appeler Anne Boucher d'ailleurs, pour lui, à la fois pour la féliciter, contrairement, pour lui dire partir, parce qu'on est parti 0 hein, quand même. Hein. Rappelez-vous que lorsque j'ai proposé Anne Boucher, tout le monde m'a dit, mais c'est du suicide politique. Hein. Non, je veux qu'Horizon, ça soit le renouvellement des têtes nouvelles, compétentes et nouvelles. Et voilà, et donc c'est ce qu'il y a. Et donc il l'a appelé, et donc il était très très satisfait en disant quand même partir sur une sénatoriale et arriver quasiment à 2 voix d'un poste de sénateur, ça promet quand même des lendemains qui chantent. L'avenir le dira. Pour Pierre Cuny, l'avenir justement, c'est quoi Horizon? Est-ce que vous allez occuper des fonctions au sein du parti ou
ou pas, Déjà, dans c'est un bien. premier temps. Animer déjà C'est départemental, bien, c'est déjà bien. On se réunit quand même assez régulièrement. Voilà, l'avenir le dira. Moi, je vous le dis, hein, je ne fais pas de un homme politique doit voir l'avenir et ne doit pas voir son avenir. Moi, mon avenir, j'ai envie de dire, il était médical. J'ai fait une très belle carrière médicale, je suis très satisfait, je suis un passionné de ce que j'ai fait. Maintenant, je suis engagé dans un parcours politique. Le premier mandat aux côtés de Anne, puis seul, a été plutôt de construire. Là, je suis à un niveau où on construit la ville, bien entendu, mais j'ai décidé de passer à un niveau supérieur et vraiment à appuyer des décisions sur le plan national et notamment de rentrer dans un combat, mais un combat affirmé. Et quand j'en parle d'ailleurs avec les représentants du Rassemblement national, ils me le disent toujours. Ils disent toujours, sur le plan local, on peut s'entendre, et je leur dis toujours, mais sur le plan national, vous m'aurez toujours en face de vous. Ils le savent. Et on voit bien d'ailleurs, quand vous regardez quand même les sénatoriales, si on enlève la liste de Jean-Marie qui a fait un très très beau score, juste derrière, il y a le Horizon et le Rassemblement national. Ouais. Voilà, et c'est pour moi les préludes. Alors, la liste de Jean-Marie a bénéficié, et tant mieux, je veux dire, de son implantation, de quelqu'un, et notamment Jean-Marie, charismatique et sur le terrain. Mais vous regardez sur le plan national, les deux listes qui ressortent, à 10 voix d'un poste de sénateur, c'est Horizon et le Rassemblement national. Et si on décrypte bien, ça montre bien ce qui est en train de se profiler. Au niveau local, avec le Rassemblement national, il n'y a pas de souci pour travailler avec? C'est ce que vous nous dites? Alors moi j'essaye, alors là aussi, je ne suis absolument pas aucun ostracisme, je suis très ouvert. Vous le savez très bien, sur le territoire, on l'abordera peut-être tout à l'heure, il y a Port-de-France-sur-Ville et Val-de-Fensch qui sont l'un à côté de l'autre et dont l'avenir va être commun. Et le député du Val-de-Fensch, c'est le député Jacobelli. Et donc, lorsqu'on doit travailler sur des projets d'autoroute, de mobilité, je suis désolé, il a été élu démocratiquement. Voilà. Laurent Jacobelli, qui d'ailleurs sera à votre place le mois prochain, parce que ce sera le prochain invité de son Voilà. Et donc, il a été élu démocratiquement, et donc je n'ai aucune espèce de prétention de considérer que c'est le mal. Moi, je combats dans les urnes, je combats de façon démocratique. Mais quand je combats, je m'y implique totalement, et je ne reste pas derrière dire il aurait fallu, parce que c'est ce qui nous pend au nez, je le dis à tous, 2027, ça nous pend au nez, la population a excédé, la population ne comprend pas les incivilités, cette sorte d'insécurité permanente, et le premier réflexe, on le voit très bien à travers, quand il y a eu des problèmes de Grand Tonkin, les gens du voyage, premier réflexe, c'est nous on a tout essayé, on va essayer le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon. Là vous répondez quoi? Je dis non, il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies. Il faut déjà faire respecter clairement l'État. L'État, quand je dis n'est pas assez respecté, ce n'est pas une critique sur les serviteurs de l'État et en particulier des préfets, mais effectivement, ce n'est pas assez respecté. Je suis désolé. On est aujourd'hui dans des zones de non-droit, des quartiers de non-droit et des territoires de non-droit où on prenait les gens du voyage, où on peut s'installer où on veut, comme on veut, consommer l'eau qu'on veut et laisser derrière soi tout ce qu'on veut, on peut laisser. Et ça ne bouge pas. Moi, je rappelle quand même un exemple quand même caractéristique. Quand même, à Thionville, il y a un an, il y a un cirque illégal qui s'est installé, qui est resté un mois au cœur d'un carrefour de l'autoroute, à côté de la zone commerciale. Et au bout d'un mois, ils ont dit bye-bye, on s'en va. En un mois, il y avait eu 3 arrêtés municipaux, 2 arrêtés d'expulsion, et on a laissé faire. Donc sur cette même lignée, j'allais dire, voilà, du retour du droit le régalien. Du régalien dans les territoires. Donc vous avez choisi votre poulain, Édouard Philippe. Mais Gérald Darmanin, c'est pas pour vous, ça peut pas être le bon choix aussi. Alors là, vous allez me dire non, effectivement, parce que vous êtes Horizon, etc. Non, moi j'ai aucune. Attends, alors c'est une très très bonne question. Gérald Darmanin, déjà, je le connais moins. Mais c'est clair que ce qui m'a séduit en Édouard Philippe, c'est la gestion du Covid. Et la façon dont très tôt, il s'est, en tant que Premier ministre, appuyé sur les maires, très tôt. Moi, j'avais été invité à l'époque à 2-3 repas avec des maires, une quarantaine de maires en France, pour commencer déjà à travailler les problèmes du Covid et ainsi de suite. Et donc, c'est une personnalité, Édouard Philippe, qui dépasse toutes celles que j'ai connues jusqu'à maintenant. Et on voit bien qu'il y a une vision alors c'est un terme qui est très galvaudé maintenant, mégaulienne, presque des choses. C'est vraiment, on passe, et vous savez que son dada aujourd'hui, c'est l'école, on passe sur l'école, mais il y a une vision internationale, il y a une vision sur tous les sujets. Et il y a une façon
de les exprimer et de développer sa pensée pour un kidam moyen exceptionnel. Vous comprenez tout ce qu'il dit. Vous comprenez tout ce qu'il dit. Donc, et moi le premier. Mais là, donc, ok, Édouard Philippe, ok, mais Gérald... Et donc j'en reviens à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui est quelqu'un que je respecte aussi, hein, j'ai reçu à Thionville, mais quelqu'un qui pour moi représente plus une frange de droite un peu plus dure. Voilà. Voilà. Moins en phase avec votre... Moi, je suis un centre-droit. Moi, je suis un pur centre-droit, mais avec des valeurs très régaliennes. Mon grand-père était colonel de l'armée. Voilà, on a toujours été, la famille de mes parents a toujours été des gens très, très impliqués dans la vie sociale, on va dire au sens large, et très gaulliste. Hein. Mon grand-père était gaulliste, a été déporté. Voilà, donc voilà. Moi, j'ai été élevé dans ces valeurs, des valeurs de la nation, de la France, et là-dessus, je suis très clair. Hein, ce qui se passe aujourd'hui, quand j'entends ici et là les vociférations des uns et des autres, ça m'horrifie, ça m'horrifie. On est un pays, on est un grand pays, on est une nation. Il faut retrouver cette cohérence nationale qu'on a perdue, qu'on avait retrouvée un tout petit peu. On est dans un stade en 1998, blanc, black, beurre, mais qu'on a perdu à nouveau, qu'on a perdu. Et il faut retrouver cette solidarité, cette envie de faire bouger le pays ensemble, tous ensemble. Or, aujourd'hui, on est dans l'individualisme. Vous savez, hier, j'étais au conseil municipal et j'ai une de mes conseillers délégués qui a présenté les quartiers Castor. C'est ce que c'était, les quartiers Castor. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est en 1948-1950, lorsqu'il a fallu reconstruire toutes les colonies, notamment italiennes, ils faisaient l'acquisition de terrain et chacun construisait la maison de l'autre. C'est-à-dire, on commençait par la première maison, tout le monde était sur la première maison. Deuxième, ainsi de suite. On tirait au sort, une fois que les maisons étaient faites, seul le plus ancien avait le choix de sa maison, et le reste, vous preniez la maison qui était tirée au sort. Donc chacun construisait la maison de l'autre, sans se dire moi je vais faire ma maison, puis les autres on s'en fiche. Voilà. Et ben j'ai envie qu'on retrouve cette solidarité qui n'existe plus du tout. Donc vous l'avez dit, hein, vous voulez monter d'un cran dans les combats que vous menez, le combat national. Oui. On va faire un peu de politique fiction, on est encore loin d'élections présidentielles. Mais Pierre Puny, ministre? Alors c'est vraiment pas quelque chose que j'y pense vraiment pas tous les matins en me rasant. Mais par contre, vous avez dit dans les colonnes de la semaine que Thionville méritait un ou une ministre. J'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, à partir du moment où on a une députée que vous avez reçue ici, qui est quand même présidente de Isabelle commission. Roche. Bon, c'est quand même un poste hautement prestigieux et qui quand même permet d'avoir une certaine reconnaissance. Ce que je disais, c'est que ça serait extraordinaire. Je vois Yves Henry qui est ici et qui est un fanatique du territoire thionvillois. C'est qu'avoir un ou une ministre, je n'ai pas dit qui, mais j'ai dit même une ou un ministre de Thionville, ça serait exceptionnel, ça n'a jamais existé. Et moi, nous avons eu la première députée maire à Thionville, ça s'appelait Madame Gromersch. Bon, et je veux dire, voilà. Maintenant, ce que j'ai dit aussi, c'est que j'ai un profond sentiment de devoir servir mes concitoyens, ma ville, mon territoire, le pays. Et que je ne me déroberai jamais devant rien. Ceux qui sont ici, ma première adjointe, le sait très bien, je me dérobe devant rien. C'est-à-dire que si je sens qu'à un moment donné, partir sur une campagne sénatoriale, on n'était honnêtement pas obligé. J'ai envie de dire, j'implantais tranquillement Horizon. Là, on a décidé, un certain nombre, à dire on part au combat. C'était pas une obligation d'Édouard Philippe? Non, pas du tout, pas du tout. Édouard m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu gères ton territoire. On était la seule liste Horizon en France. Horizon, pur jus. Hein. Donc, voilà, on est parti, parce qu'il m'a semblé que c'était une façon d'ancrer. Horizon, aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a 2 ans, personne n'en parlait. Voilà. Et c'est une façon d'ancrer le parti dans le paysage politique de notre territoire et en France. Voilà, et je me dérobe jamais. Jamais. Autre question sur votre avenir politique, et ça nous permet de faire le lien vers les sujets plus locaux. On est à la mi-mandat de votre mandat municipal. Est-ce que vous réfléchissez à un troisième mandat à la place de 3 ? Alors, vous dire que je ne réfléchirai pas serait vous mentir. Et serait tous ceux qui vous disent 3 ans avant une nouvelle élection, notamment municipale, qui est une élection la plus dure à gagner,
Les deux plus durs, c'est le président de la République et municipal. Parce que vous devez être dans tous les aspects d'une ville, d'un territoire, associatif, ainsi de suite. Vous dire que 3 ans avant, quand vous êtes dans un mandat comme celui de maire de Thionville, vous ne réfléchissez pas si demain vous allez repartir, c'est faux. Je ne vous dis pas je vais repartir ou pas repartir. Mais bien sûr que tout le monde y réfléchit. Et bien sûr que je ne repartirai que si j'ai un projet. C'est pareil, c'est comme tout le travail que j'ai fait en médecine, à partir du moment où il n'y a plus de projet, ça ne sert à rien d'être chef. Moi, j'ai fait des mandats de chef de pôle, j'ai fait 10 ans de chef de pôle, et puis au bout de 10 ans, je commençais à rentrer en politique, et j'ai dit à ma direction générale, je dis voilà, j'ai plus aujourd'hui l'implication assez forte et les idées assez claires pour rester comme chef de pôle. Le jour où je dirais à mes adjoints, parce que je vois aussi Stéphanie qui est ici, puis Carole qui est ici aussi, j'ai plus la dynamique, j'arrêterai. Là, j'ai autre chose à faire, je ferai du sport. Donc on vous reposera la question bien évidemment dans quelques temps. Attends encore un petit peu pour revenir sur ce sujet-là. L'autre actualité pour vous, et vous l'avez dit, c'est la fusion avec l'agglo voisine du Val de Fensch. Alors peut-être rappeler, parce que tout le monde n'est peut-être pas, tout le monde est au courant en tout cas de ce projet-là, mais peut-être réexpliquer pourquoi il y avait besoin pourquoi selon vous, il y a besoin de fusionner ces deux communautés d'agglomération. Alors, on va repartir en sens inverse. C'est la question qu'on devrait se poser tous, c'est comment ça se fait qu'il y a 2 agglomérations qui sont collées l'une à l'autre. C'est ça la première question. Comment on a réussi, sur un territoire qui fait quasiment la surface d'une grande agglomération, on en a créé 2. On l'a fait parce qu'à l'époque, le monde politique était tellement fédérateur que personne n'a voulu travailler avec les autres. Et donc on a fait 2 agglomérations, l'une qui était clairement industrielle, ouvrière et socialo-communiste, et l'autre qui était plutôt une collectivité qui était aussi industrielle, il y avait de l'industrie, mais surtout tournée sur le tertiaire, un peu bobo, et qui était plutôt de droite. Et on a vécu comme ça pendant 25 ans, avec 2 agglos, l'une à côté de l'autre, ne permettant pas de peser dans le paysage politique, séquençant en fait les projets, chacun avait son projet. Vous voulez faire une salle de 3 ou 4 000 personnes pour accueillir l'Open de Moselle, vous ne pouvez pas, donc chacun fait une salle de 1500 personnes. Vous voulez travailler sur l'événementiel ou du développement industriel, chacun est dans son coin. Donc voilà, donc la question elle est là. Et si nous avons eu autant de retard dans le Nord-Mosellan que nous sommes en train de rattraper à vitesse grand V, c'est parce que chacun travaillait dans son coin. Je vous rappelle que le territoire thionvillois est quasiment le territoire le plus peuplé de Lorraine, puisque si vous prenez le Grand Thionville, c'est 350 000 habitants, et que dans ces 350 000 habitants, il doit y avoir une quinzaine de PCI. PCI, comité d'agglomération, comité de commune. Voilà. Et donc, les 15, c'est l'armée mexicaine. Chacun fait ce qu'il veut. Donc votre ambition, c'est quoi? C'est de réunir les 15? Ah non, surtout pas. Alors surtout pas, et là-dessus, moi, mais les idées sont très claires. Je pense que... La logique elle est là. Vous venez de faire la démonstration que... Non, c'est pas parce qu'il y en a 15 qu'il faut en mettre 15. Il faut en mettre 4. Moi, mais les idées sont très claires. Je pense que, là, je vais reprendre une expression chère à Patrick Weyten, trop grand, c'est pas bien. Trop grand, c'est pas bien. La pertinence, pour moi, c'est d'avoir une grande agglo qui pèse et qui soit de l'ordre de 150-160 000 habitants. Comme par hasard, si je fais Thionville plus Val de Fensch, on arrive à 160. L'intérêt, c'est d'avoir le minimum de maires autour de la table. Puisque plus vous avez des maires, plus le pouvoir se dilue et plus progressivement il y a l'exclusion de ceux qui représentent peu d'habitants. Plus vous augmentez dans une métropole le nombre de représentations de collectivités, et plus seules les collectivités centrales décident. Nous, on a une chance, c'est qu'on n'a que 23 maires. Deuxième avantage. Et donc, c'est un avantage extraordinaire, parce que ça nous permet de gérer une collectivité de 160 000 habitants et de n'avoir que 23 maires. Donc, de continuer à fonctionner avec une conférence des maires. Et donc, le but est de créer cette grande agglomération, dont l'arrêté de périmètre va être pris dans 3 jours, je crois, j'ai eu le préfet, dans quelques jours, et donc permettant de peser lourdement à la fois... Alors, quels enjeux? Ils sont clairs, il y en a 5. Développement de l'université. On parle sur Thionville aujourd'hui de faire venir une fac de droit. Ok, mais on fait comment? Avec uniquement Porte de France? Surface Porte de France, c'est pas possible. Développement universitaire. Réindustrialisation et développement des friches industrielles, parce que vous le savez très bien, que ce soit sur le Val de Fensch ou chez nous, il va y avoir 350 hectares de friches. Vous ne pouvez pas faire ça à l'échelon d'une collectivité de 50, 60, 70 000 habitants. C'est pas possible.
Relations transfrontalières, et là on voit très bien le rapprochement. Alors la création du pôle métropolitain frontalier a changé aussi la vision, clairement. Au niveau, alors le pôle métropolitain frontalier réunit 8 EPCI tout le long de la frontière, 356 000 habitants. Aussi bien Moselle que Meurthe-et-Moselle. Oui. Et donc ça pèse, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'avancer sur des projets de mobilité, sur la création de BHNS et ainsi de suite. Voilà, il y a des enjeux absolument colossaux. L'habitat L'habitat, certainement. Alors l'habitat, bien sûr, c'est gérer l'habitat, mais c'est pas dans les grands enjeux, ça va rentrer dedans. Mais c'est faire aussi, par exemple, affronter quand même l'avenir avec le développement de grands équipements. Aujourd'hui, sur le nord mosellan, je suis désolé, on n'a pas de grands équipements. Il y a, quand je dis nord mosellan, au-dessus d'Amnéville, parce qu'il y a maintenant le Galaxy, mais il n'y a pas de grands équipements sur un territoire de 300 000 habitants. Oui, la santé, des certifications médicales. Bien sûr. Vous voyez, les certifications médicales qui est mon dada, c'est clair que plus on est séparés, moins on attire. Plus on est ensemble, plus on est un bloc, plus on attire des jeunes médecins, on a des moyens supplémentaires pour les mettre. Alors les oppositions, les vôtres, mais aussi du côté de l'agglomération Val-de-Fensch. Nous, on n'en a pas. Hein. C'est le côté Val-de-Fensch. Nous, c'est 0, c'est 100%. Regrette que la population n'ait pas été consultée. Oui. Alors, on parle beaucoup de démocratie participative, on parle bien sûr. de fracture entre les élus et la population. Est-ce que là, ça n'aurait pas été le bon moyen ou est-ce que c'est trop risqué? Vous ne l'avez pas fait parce que c'était trop risqué? Ah non, c'est même pas risqué, je crois que ça n'intéresse pas les gens. Enfin, moi, je vais être clair. Si vous demandez aujourd'hui, alors métropole de Metz c'est un peu différent puisque le maire de Metz est président de la métropole, mais si vous demandez aujourd'hui dans vos territoires respectifs à la population qui est le président de la Comcom, il y en a 9 sur 10 qui s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est que la compétence exercée, dont ils ne savent pas d'ailleurs que c'est à la Comcom, soit exercée normalement. Mais quand vous avez un problème de poubelle, de route, de trucs, on s'intéresse à qui au maire, hein, on ne va pas chercher le président de l'agglomération. Quand il y a un problème d'assainissement à Port-de-France-Thionville, à Yutz, on ne va pas téléphoner au président de l'agglomération, Pierre Cuny, on va appeler Mme Pouget, maire de Yutz. Et donc, la perception déjà du territoire dans une agglomération qui est une structuration technique, c'est pas politique, c'est technique. Ça nous permet d'être ensemble pour avancer. De regrouper des moyens, et là où il y avait 4 services techniques, il n'y en a plus qu'un. Donc, l'habitant, le concitoyen qu'on est tous, lui, ce qu'il veut, c'est que les poubelles soient ramassées. Et quel est l'échelon le plus proximal? C'est le maire. Donc ça, c'est le premier point. Et lorsque j'en parle, mettons, depuis qu'on parle de fusion, je dois dire qu'à Thionville, je ne sais pas comment dire, mais même à Yutz, je le sais, personne ne nous en parle, hein. Ils me disent tous, mais c'est pas encore fait. Parce que je rappelle quand même que sur le territoire thionvillois et fenchois, vous avez 2 maisons collées, il y en a une qui est ramassée par le Val-de-Fensch qui passe le lundi, et le mardi, l'autre maison par Port-de-France, et pas au même jour, et pas au même rythme. L'une c'est une semaine, et ainsi de suite. C'est les limites, enfin c'est vrai. Voilà. Donc ça, les gens, quand même, ils ont un petit peu du mal à comprendre. Deuxième élément, c'est qu'il faut prendre quand même et regarder l'espace de vie dans lequel vivent nos concitoyens. Et je vais venir à la demande. Tous les jours, vous avez 14 000 personnes qui vont travailler dans le Val-de-Fensch et qui partent du territoire thionvillois. Et tous les jours, vous avez 13 500 personnes, vous avez vu l'équilibre, 13 500 qui partent du Val-de-Fensch et qui viennent travailler sur Thionville. Donc, nos concitoyens se sont tous affranchis de ces notions politiques, de dire « Ah ben non, c'est pas la même… » Ils s'en fichent. Ils vivent dans le même espace de vie. Troisième élément, donc je dis bien, c'est une technostructure. Troisième élément, si on avait parlé de fusion historique, 2 villes, il faut bien sûr, vous voulez fusionner 2 villes qui ont leur propre passé historique, ça doit faire partie d'un programme, et là, ça doit passer par voie référendaire, clairement. Mais là, historiquement, il n'y a rien sur le plan historique. C'est-à-dire que demain, Terreville soit dans la grande agglomération collée à Fleuranges ou soit à Port-de-France-sur-Ville, ça ne change pas la vie des habitants. Donc il n'y a aucun enjeu historique. Et quatrième élément, il n'y a aucune modification des compétences. Donc on pourrait se dire, on va effectivement demander à la population parce que demain, on va ne plus faire les déchets. Mais les compétences sont les mêmes, puisque je rappelle que les 2 agglomérations ont exactement les mêmes compétences, le même, ce qu'on appelle degré de coefficient d'intégration fiscale, et la même fiscalité. Tout est pareil. Tout est pareil.
Et donc, dernier élément, vous faites un référendum. On en a connu un référendum. Vous vous rappelez Vandière 5%. Vous faites quoi? De participation. Vous faites quoi? Et c'est ça qui se passera. Parce que vous allez leur dire est-ce que vous êtes pour ou contre la fusion. Enfin, honnêtement, je le dis bien. Et puis, je termine quand même. On nous dit c'est pas démocratique. Les deux conseils communautaires se sont réunis. Les conseils communautaires sont issus des conseils municipaux élus au suffrage universel. 87% des élus ont voté pour la fusion. 87%. 100% du côté thionvillois et 70% du côté Val-de-Fensch. Tous les conseils de développement économique, messieurs, mesdames, les responsables, ont été, les deux grosses structures, ELN et le 440, ont été consultés. Accord et validité complète, et au contraire, de dire il faut avancer maintenant plus vite. On a les conseils de développement des deux agglomérations qui ont voté à l'unanimité pour. Et je termine, on va, dès les 15 jours qui vont venir, commencer à travailler dans les conseils municipaux. Et donc vous avez 550 élus municipaux qui vont se prononcer sur la fusion ou pas la fusion. Bah ça, si c'est pas démocratique, hein, sur mes opposants qui sont quelques-uns, je rappelle qu'ils ont mis une pétition en ligne et il y a eu, je crois, 52 signatures. Bon. Si ça, c'est pas démocratique... Est-ce que vous n'auriez pas dû peut-être le dire dans votre programme électoral? Mais je l'ai dit. Mais cher Stéphane, depuis que je suis élu, dès que j'ai été élu, dès 2017, alors on a travaillé dans le regroupement un petit peu, de travailler main dans la main avec 4 hommes et ainsi de suite. Ouais. Et puis ça n'allait pas assez loin, ouais. Ça n'a pas allé assez vite pour moi. Et dès 2017, on était dans cette dynamique. Pendant ma campagne électorale, tout le monde sait très bien que le maire de Thionville était pour évoluer vers une fusion. Et je n'ai jamais eu une question. J'ai Mme Kiss ici, Mme Schmitt ici, Mme Thiel. Est-ce qu'on pose des questions là-dessus? Personne non pas. Parce que c'est évident pour eux. Parce que c'est évident. Savez-vous qu'il y a autant de gens... C'est passionnant de voir, hein, parce que la politique, c'est bien. Mais moi, je suis plutôt sur les études sociologiques. Il y a autant de gens aujourd'hui qui déménagent de Thionville et qui vont habiter dans le Val-de-Fensch que de gens du Val-de-Fensch qui viennent habiter à Thionville. Et tout est comme ça. Et donc, c'est plutôt un anachronisme. C'est anachronique, ce qui se passe. Et c'est presque, je vais avoir des mots durs, mais c'est presque de la responsabilité maintenant des politiques d'avancer. Et la meilleure façon de ne pas avancer, on l'a reproché souvent aux politiques, c'est de dire on met la poussière sur le tapis. Et c'est de dire, bah écoutez, on va attendre les élections. Le coup d'après. Coup d'après, donc ça va remettre 6 ans. Hein, parce que vous pensez bien... Là, il faut le rappeler, effectivement, ça ne sera officiel opérationnel qu'après la prochaine... Avant. Juste avant. Mais 6 mois avant. 6 mois avant, mais ça sera donc à l'horizon. Bien sûr, mais là aussi, il y a une gestion politique. C'est-à-dire que moi, j'ai installé une équipe de conseillers communautaires et de vice-présidents. Si demain, on attendait les élections, imaginons, que Pierre Cuny ne se représente plus, que M. Libaud ne se représente plus, que pensez que les gens qui vont venir vont avoir la capacité et la force des nouveaux maires de porter un projet comme ça? Non. Deuxième élément, on tombe sur les personnes idoines. On dit effectivement, ils vont porter. Mais ça veut dire que vous allez élire des conseils communautaires en 2026, et 2 ans après, vous les foutez tous dehors, et dont les vice-présidents, qui se sont très investis, pour leur dire, vous dégagez maintenant, parce que je rappelle qu'on va passer de 30 à 15, donc vous en virez 15, et maintenant on va retravailler ensemble. Pensez que les gens qui vont savoir qu'ils vont se faire virer vont voter pour la fusion. Donc il faut être dans un... Et là, on a parfaitement respecté le temps démocratique, c'est-à-dire se dire, on installe cette grande agglomération début 2026, les élections, a priori, seront au mois de septembre, hein. Donc ça nous donne 9 mois pour installer le projet de territoire à penser, et ce qui évite aussi, si demain il y a des bouleversements politiques, on ne sait jamais ce qui peut arriver, puis il y a la maladie qui peut tomber sur l'un ou l'autre, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si on fait beaucoup de vélo, c'est pas ça qui protège. Parfois ça ne protège pas d'ailleurs le vélo, ça provoque des accidents. Et donc ça permet d'avoir une continuité. Et donc je crois que c'est un faux semblant, enfin moi je veux dire le sentiment, et je le sais, puisqu'on me l'a exprimé, on m'a susurré à l'oreille. Certains se disent il ne faut surtout pas que ça soit maintenant, il vaut mieux que ce soit après les élections, parce que les élections vont changer certainement l'équilibre politique, ça permettra peut-être de mettre la main sur une grande agglomération. Voilà. Autre sujet. Tout à l'heure, vous avez dit, voilà, on est 15 à interco, l'idéal c'est 4, c'est ça? Non, mais je dis comme ça. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce que c'est très très gros, je n'envie absolument pas les métropoles. Alors,
Non, métropole de Metz. C'est pas un projet, c'est pas. La métropole de Metz est une tête, métropole à dimension humaine, on va dire. Hein. Mais je prends l'exemple, j'étais à Angers au congrès Horizon la semaine dernière, et il y avait une maire de Lyon, l'arrondissement de Lyon, qui nous expliquait que maintenant Lyon, la métropole, c'est le département, c'est la même chose. Ouais. Et qu'ils sont élus, c'est-à-dire qu'on impose maintenant que ceux qui sont élus à la métropole ne soient pas élus au suffrage universel, ne soient pas issus des conseils communautaires. Et donc vous vous retrouvez à Lyon, dans la gestion de la métropole, avec des gens qui sont en place et qui sont contre le maire en place. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, moi je pense que la très bonne dimension, c'est pas plus de 30 maires, c'est parce qu'il faut travailler avec ces maires, c'est très important, et 150, 160 000 habitants, ce qui permet aussi de servir, et Jean Zordan et lui est vice-président de Sacomcom, et Marc Turca est aussi maire de Distrov, de travailler en très bonne intelligence avec les autres territoires et de leur servir dans l'ingénierie, dans des projets structurants comme la mobilité. Alors j'ai oublié, voilà, ils me reviennent, les deux éléments supplémentaires, je reviens, le développement de l'université, la mobilité, les déchets environnement, le transfrontalier et les relations de la santé. Voilà, les 5. Voilà. On les a tous. Mais voilà, sur la mobilité, parce que c'est l'élément le plus important sur le territoire, c'est la mobilité. Et aujourd'hui, on peut être fiers, nous, de la mobilité dans le Nord-Lorraine, et en particulier le Nord-Mosellan. On a 30 ans de retard, 30 ans. Et pourquoi ? Eh bien parce que on n'était pas ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on a créé un syndicat, le SMITU, dans lequel il y a 35 maires. Maintenant, ça va mieux le SMITU, on n'a pas la pression encore que ça. Alors je vais vous dire, mais ça je pourrais plus loin. Bah, si, ça va mieux en termes il y a beaucoup de choses. Pilotage, j'allais dire. Mais non, mais les syndicats, enfin je vais être clair. Les syndicats sont des choses avant, qui ont été créées à un moment donné où il n'y avait pas de Comcom ou de Grand Aglo, et les syndicats doivent à terme disparaître. Sauf dans on parle des syndicats intercommunaux, on ne parle pas des syndicats de représentants des salariés. Ah non. Non, mais c'est juste pour. Mais sauf, et ça, c'est ça parce que quand vous faites une sénatoriale, vous avez surtout les territoires. Et quand vous allez dans les territoires près du Beachland, autour de Sarreguemines, vous apercevez bien qu'il y a le Saulnois, 136 communes. Pensez bien que vous ne pouvez pas avoir une grande agglo. Là. Enfin, il y a eu une Comcom, mais vous êtes obligé de travailler à travers aussi des syndicats. Là. Mais sur des territoires comme les nôtres, les gros syndicats doivent disparaître, ce qui ne veut pas dire qu'on doit arrêter de travailler avec les copains. Il faut contractualiser. C'est-à-dire qu'il faut que la mobilité soit un des éléments majeurs de Thionville-Fensch agglomération et qu'on contractualise avec Cattenom, avec l'Arc-Mosellan, sur du transport. Ensemble. Ouais. Mais aujourd'hui, la gestion d'un syndicat où les décisions ne sont pas prises par les deux présidents d'agglomération qui payons, c'est nous qui mettons l'argent quand même, ça ne peut pas continuer. Encore un mot sur la coopération je veux dire, entre EPCI, entre collectivités. Le Sillon-Lorrain, René Tillet, un des fervents, vous êtes encore président et un des fervents défenseurs, vous l'êtes encore j'imagine, mais par contre on n'entend plus beaucoup parler. C'est un astre mort, c'est fini le Sillon-Lorrain ? Alors, qui réunissait, je rappelle, d'Épinal à Thionville, en passant évidemment par Maître Nancy. Alors déjà, il y a le PMF, c'est vrai, qui pour moi m'occupe aujourd'hui beaucoup plus, pôle métropolitain frontalier, où je suis beaucoup plus investi. C'est vrai que, alors, il faut se rappeler la chronologie. Le Sillon-Lorrain a été créé en 2011, lorsque l'État a créé les métropoles, et que ni Metz ni Nancy étaient métropolitains. Et que pour porter des projets à dimension métropolitaine, André Rossido a eu l'intelligence de rentrer dans une métropole à travers le sillon lorrain métropolitain, ce qui nous a permis de développer, de porter l'Université de Lorraine, qui a été développée à ce moment-là, la bibliothèque numérique, et de gagner la French Tech, et donc le développement du numérique. Donc c'était quelque chose d'absolument colossal. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une entente cordiale, alors du maire de Thionville avec les trois autres, ça c'est clair, très, très forte, avec François Grosdidier, avec Mathieu Klein et avec Patrick Nardin, qui est un ami, vraiment. D'ailleurs, les deux villes sont plus accrochées que les deux villes centrales. Que Metz et Nancy. Bah, il y a toujours une rivalité, moi je suis ancien, il y a toujours une rivalité qui est revenue un peu, et bon, sur lequel je pense qu'il faut vraiment apaiser les tensions. Je pense que je dis toujours seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, on a deux métropoles, je veux dire, de taille moyenne, et le fait qu'ils soient de taille moyenne doit les inciter à travailler ensemble.
Voilà. C'est pas comme si on avait une très grosse métropole d'un côté, une petite métropole. Là, on a deux métropoles quasiment de taille identique. Et on a tout intérêt à ce qu'elles travaillent ensemble. Maintenant, et vous n'arrivez pas à dire... Maintenant, clairement, il y a quand même un axe aujourd'hui, on va dire métropole de Metz, et demain avec cette grande agglomération, Thionville-Fensch, qui fait que le Thionvillois, et notamment le maire de Thionville, a plus tendance à travailler aujourd'hui sur les enjeux de mobilité du Nord Lorraine avec le maire de Metz, de la métropole, qu'avec le maire de Nancy ou avec le maire d'Épinal. Et donc, à un moment donné, on est rattrapé quand même par les enjeux locaux. Et ces enjeux locaux font que, et notamment, je redis bien, la restructuration du Nord-Mosellan que nous sommes en train de faire, fait qu'il y a bien entendu un lien, un axe fort qui se développe aujourd'hui sur tous les sujets entre métropole de Metz et l'agglomération, on va dire Porte de France-Thionville pour le moment et Thionville-Fensch agglomération demain. C'est clair. Vous avez un espace. Je sais qu'à l'époque, ça avait été porté, il y avait la société civile qui s'était mobilisée. Ouais. Moi, j'avais toujours été défavorable, et j'y suis toujours. Pour une fusion, voilà. Enfin, et j'y suis toujours. De Metz à la frontière. Et j'y suis toujours, et j'y serai toujours. Je pense que, pour répondre à ce que je vous disais tout à l'heure, avoir une métropole de 500 ou 600 000 habitants avec 450 conseillers communautaires et 150 maires, ça n'a plus aucun sens. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a la proximité qui doit être développée et une taille moyenne. Je crois que la métropole de Metz, c'est 230 000. Nous, on sera à 160 000. Voilà. C'est très pertinent, mais ça nous oblige à travailler ensemble. Alors, parmi les sujets structurants sur ce sillon, justement, il y a la 31 bis. On n'a toujours pas le tracé de l'État suite à la consultation, premier point. Donc, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Et deuxième question, Clément Beaune, ce matin, le ministre des Transports, a annoncé que certains projets autoroutiers de construction de nouvelles autoroutes allaient être stoppés dans le cadre de la transition environnementale. Est-ce que la 31 bis est en danger, selon vous? Je ne crois pas. Sur les informations que j'ai eues, très récentes, il y a 3 jours, effectivement, il y a un certain nombre de projets qui sont sortis de la corbeille et qui sont éliminés. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que Clément Beaune prend autant de temps pour annoncer? C'est parce qu'aujourd'hui, il faut un terrain de déminage auprès de toutes les collectivités où ils n'auront pas les projets autoroutiers prévus. En dehors de la Lorraine, quoi, c'est-à-dire... Ah non, mais national. National, hein, c'est-à-dire qu'il y a des... Je crois qu'il y a une trentaine, quarantaine de projets. Oui, voilà, il y a 30-40 projets qui sont retenus. Certains sont écartés. Ah bah, ils sont écartés et actuellement, le gouvernement et Clément... C'est pour ça qu'on attend d'avoir le tracé ça, c'est de source sûre. Pour le Nord-Mosellan. Source sûre, ce que je sais, c'est que tant qu'on n'est pas appelé, c'est que c'est bon. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais... Si, tant qu'on n'est pas appelé, c'est que c'est bon. Et l'autoroute A31, elle s'était reconfirmée en off quand j'étais à Angers, et dans les tablettes. Ils peuvent pas reculer, mais ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pourquoi? Parce qu'on est sur une autoroute, et je le redis toujours, qui a une dimension locale, régionale et internationale. Et je prends toujours cet exemple, est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui qu'entre Beaune et Dijon, il y ait 2 fois 2 voies? Ben, c'est exactement. Je vous rappelle qu'à quelques encablures, nous avons le premier corridor européen qui est là, et qui part de Rotterdam et qui arrive à Perpignan. Voilà. Non, je crois qu'il n'est pas en danger. Je pense qu'on a fait preuve, alors les élus, mais soutenus aussi par le monde économique, et merci. Et je pense que là, je peux souligner qu'il est indispensable que les maires ou les présidents de grandes agglos aient un lien fusionnel avec le terreau industriel et entrepreneurial. C'est pas parce que vous êtes là, parce que c'est ensemble. Et je suis parfois étonné, et je le disais dans le cas de Hélène, que parfois les chefs d'entreprise ne soient pas au courant, parfois des dispositifs qui sont faits. Et ça doit nous amener à travailler beaucoup plus fusionnellement entre grandes agglos, les développements économiques au sens large, qui peut être fait soit sous forme d'agence de développement, soit sur des directions, et les entrepreneurs et le monde industriel. Et donc clairement, pour revenir sur cette autoroute, je suis persuadé, verra le jour, mais là, on est en attente. On a encore quelques minutes, on va parler de Thionville un petit peu, comme on a parlé de Thionville par l'intermédiaire des grands projets, mais plus sur la ville. Donc vous êtes, je l'ai dit, à mi-mandat. Vous en êtes où de vos autres objectifs d'augmentation de la population? Parce que c'était écrit noir sur blanc, c'était une volonté de votre part de retrouver une dynamique démographique.
Alors, c'est pas toujours évident de s'y retrouver avec les statistiques de l'INSEE, mais selon vous, voilà, est-ce que Thionville gagne ou est-ce que Thionville perd des habitants? Ah non, Thionville gagne. Mais attention, parfois on présente de façon réducteur, l'objectif c'est d'avoir des habitants. Non, l'objectif c'est de développer son territoire. Et quels sont les moyens qu'on met en place? On met une démographie. Thionville, jusqu'en 1970, avait 43 000 habitants, et puis montait progressivement l'Eldorado, et ainsi de suite. On se retrouve dans la crise de la sidérurgie profonde, et donc on perd brutalement le territoire. Le territoire thionvillois énormément, des villes comme Famec ont été divisées par 2. Thionville perd 7 à 8 000 habitants. Donc on passe de 43 000 à 37 000, avec une désertification du centre-ville, des habitations, et donc les conséquences sur le commerce. On nous explique que si le commerce s'est effondré dans certaines villes dont Thionville, c'est lié au parking. Non, c'est pas lié au parking, c'est lié au fait que les gens n'habitent plus sur place. Si vous remettez, c'est ce qu'on est en train de faire des gens sur place, ben, ils consomment sur place, on est tous pareils. Et donc Thionville a repris un peu des habitants donc, en 1995, quand la période de Mange. Donc on est remonté à 41 000, puis là c'est redescendu sous la période de Bertrand Mertz, alors vraiment commencé à repartir. Et je dis toujours qu'une ville qui perd ses habitants, c'est un hôpital qui perd sa maternité. C'est-à-dire la croissance, même si parfois c'est ressenti douloureusement par certains habitants qui voient des constructions à côté de chez eux, c'est une façon extraordinaire de développer sa ville et l'attractivité. Mon père disait toujours, Pierre, quand tu arrives sur une ville, tu comptes le nombre de grues. S'il y a plus de 10 grues, 5 grues en fonction de la taille, ben c'est une ville dynamique. Combien de grues? Ben aujourd'hui, à Thionville, depuis que je suis maire, il y a entre 8 et 10 grues sans arrêt sur la ville de Thionville. Vous voyez les résultats. Aujourd'hui, la démographie, elle est claire. Aujourd'hui, nous avons passé le cap des 42 000 habitants, parce que j'ai eu là les chiffres de cette année, puisque effectivement, je suis un de ceux qui râlent après l'INSEE. Voilà. Puisque l'INSEE, c'est un organisme dit prévisionnel, mais qui donne des chiffres, moi je ne connais pas ça. Hein, c'est comme si je prévoyais votre grossesse, mais qui est déjà terminée quand je vous dis que vous serez à 2 mois de grossesse. Ben, c'est pareil. Peu de chance. Voilà. On a des chiffres qui sont totalement erronés aujourd'hui, qui datent de 2 ans avant, et donc sur un territoire. Alors, dans des territoires qui sont atones, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Quand vous êtes sur des territoires où nous prenons à Thionville aujourd'hui 600 habitants en plus par an. Calculé, 600 habitants par an, sur 10 ans, ça fait 6 000. On est à 42 000, ça fait 48. 2035, on sera à 58 habitants. 58 habitants, ça permet, alors c'est pas les 50 000, ça permet de développer, d'y aller progressivement. Hein, je le dis bien, c'est quelque chose, c'est crescendo, c'est sur les 15 ans à venir, ça permet de développer des services publics. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Thionville? Il y a une remontée des habitants, de plus en plus. C'est-à-dire que lorsque j'ai pris mes fonctions de maire, il y avait. Moi, je prends toujours cet exemple qu'on a rencontré avec Pierre Igral il y a 3 ans. J'ai un juge qui était nommé à la Cour européenne de justice et qui débarquait de Bordeaux, de l'ENM. Et puis, il y avait les journées patrimoine, j'étais dans mon bureau, il est venu, puis on s'est mis autour d'un fauteuil, puis on a discuté. J'ai dit, mais vous êtes de Bordeaux, vous habitez où? Ah bah, à Thionville, monsieur le maire. Ah bon? Ah oui, parce qu'on nous dit maintenant à Bordeaux, il faut aller habiter à Thionville. Alors qu'avant, vous venez habiter à Metz. Et donc, il y a une remontée qui est en train de se faire de gens. Et donc, on a aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on a 2600 attentes en termes de logements sociaux, attente. En attente de gens qui veulent venir habiter à Thionville et qui ne peuvent pas. C'est un sujet aussi, parce qu'avec le prix de l'immobilier, même si actuellement le marché immobilier est en plein retournement, on connaît les prix un peu faramineux à la frontière luxembourgeoise. Est-ce qu'on peut encore se loger à Thionville? Alors, vous êtes dans le paradoxe, pas vous Stéphane, mais dans le paradoxe de la problématique. Monsieur le maire de Thionville, c'est un bétonneur. Je dis non, je suis un bâtisseur. Il faut des logements, il construit trop. Puis inversement, on me dit, oui, mais le foncier est trop cher, il n'y a pas assez de logements. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Vous savez, dans la vie, je crois qu'il faut, et notamment quand on fait de la politique, comme quand on est chef d'entreprise, il faut savoir où on va. Hein, moi, je considère qu'il n'y a pas assez de logements. Je considère qu'une ville comme Thionville, collée à la frontière luxembourgeoise, qui a une attractivité, c'est une ville de service, où il y a énormément de possibilités, que ce soit en petite enfance pour ceux qui veulent venir y habiter avec leurs enfants. On a des écoles absolument merveilleuses. On est vraiment collé à la frontière et on avait quasiment une atonie complète du marché de l'immobilier. Je rappelle qu'entre 2008 et 2014, c'est 140 logements créés par an. Quand vous êtes en dessous de 250, vous perdez des habitants. Et depuis que je suis aux affaires, c'est 650 logements nouveaux par an qui sortent de Thionville. Et qui, à peine, parce que Thionville, et là je sais qu'il y a des promoteurs immobiliers, Thionville, vous mettez une maison sur le quartier, ça part en deux
2 jours. Hein. C'est-à-dire que le renversement de l'immobilier, aujourd'hui, ce n'est pas à Thionville. Mais par contre, effectivement, on travaille sur du logement social, 25% de nos prévisions. Nous allons créer jusqu'en 2030, grosso modo, 2000 logements nouveaux sur la rive droite et sur la rive gauche, 25% de logements sociaux. Nous avons été les premiers à pousser la création d'un office foncier solidaire pour que des gens puissent acheter des murs et pas le terrain. Et on s'est associé d'ailleurs avec la métropole de Metz et avec des bailleurs sociaux dont Vilogia et Vivest. Donc vraiment, voilà, on a cette problématique. Mais c'est clair qu'il faut plus de logements à Thionville. Aujourd'hui, il faut que vous soyez conscients que l'art de terrain à Thionville se négocie aujourd'hui entre 50 et 80 000 euros l'art. Que pas très loin de chez moi, il y a 3 arts qui ont été vendus 100 000 euros l'art. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein, la frontière, vous passez la frontière, c'est 200 000. Hein. Bon. Mais 100 000 euros là, je suis resté quoi. Et vous avez des terrains. Alors justement, comment faire? Y a-t-il une solution pour éviter ce... Il faut quand même déjà augmenter un peu l'offre. Parce que plus ce qui est rare est cher, comme dirait l'autre. Il faut déjà augmenter un peu l'offre. Mais là aussi, je ne vais pas cracher dans le bassinet. Hein. Moi, le maire de Thionville, il est très content aujourd'hui de l'évolution de sa ville. Hein. On est sur la grande région, le seul territoire qui crée encore des emplois, et qui bénéficie aujourd'hui de l'attractivité du Luxembourg. Je rappelle que quand même, en 4 ans, il y a Kubota qui a installé son centre de distribution et il y a Knauf qui s'est installé. Et je ne parle pas de ce qui se passe dans le Val de Fensch. Donc nous, on continue à créer des emplois. On a un niveau de vie quand même qui est plutôt élevé, 30% de plus que le reste de la Lorraine. Et donc, il y a un pouvoir d'achat qui est très élevé. Si les finances de la ville se sont redressées, je rappelle qu'en 2014, on a dû augmenter les impôts parce qu'on était à la cave. Hein, on faisait partie des 10 villes les plus surendettées en France. Et qu'aujourd'hui, malgré tous les travaux qu'on fait, on n'a pas augmenté, on n'a pas touché à la taxe foncière. Hein. La taxe foncière, on l'a pu toucher depuis 2016. Et, chers amis, on ne la touchera pas jusqu'à la fin de notre mandature. Hein. Et donc voilà, mais c'est parce qu'on bénéficie d'une taxe foncière qui rapporte chaque année entre 8 et 10%. Et sur de l'immobilier, quand même, qui a une certaine valeur. Alors cet activisme, ce dynamisme en matière de construction, la maire bâtisseur tel que vous définissez, fait parfois quelques remous, et on ne pouvait pas ne pas en parler aujourd'hui, notamment vu parfois dehors de Thionville, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans les relations que vous avez avec votre opposition. Moi non plus. Hein. D'accord. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous éclairer. Mais voilà, on parle, voilà, vous avez été attaqué, vos adjoints ont été attaqués pour dénoncer une certaine connivence avec des promoteurs immobiliers. Il y a des affaires judiciaires qui sont en cours. Sans rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça, mais quelle est votre lecture ce climat un peu pas très sain, j'allais dire Alors, je suis très clair, je suis très au-dessus de tout ça. Ça, c'est le premier point. Moi, ça ne me touche pas plus de ça. Deuxièmement, ce n'est pas mon opposition. C'est quelqu'un qui se dit être l'opposant du maire de Thionville, mais qui n'est pas élu. Deuxième élément. Troisième élément, il y a des affaires qui sont en cours, il y a des jugements qui vont être portés, et j'attends les résultats, bien sûr, des jugements et de l'enquête. Enfin, à un moment donné, on est quand même dans les séries Netflix. Hein, quand même, hein. Je vous rappelle, pour ceux et ceux qui ne se rappellent plus, qu'il y a 5 ans, il y a une vidéo d'une dame qui s'appelait Madame Engerer, rappelez-vous, qui était une anti-masque, anti-vax, et qui s'en est pris au maire de Thionville, parce que j'étais à l'époque quand même très leader sur la crise contre le Covid, et je faisais partie des 50 grands notables de Thionville qui faisaient des parties fines, avec des chiens, des trucs, le procureur, voilà. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas rabaisser, et d'ailleurs, je vous remercie 1000 fois, parce que ni la semaine, ni le Répu, ni personne n'a prêté attention à ça. Et je pense qu'il faut faire très attention à l'abaissement du niveau démocratique, parce que vous êtes concurrencés, vous, par les réseaux sociaux. Et ça, c'est très grave. Et là aussi, je loue votre professionnalisme à travers les écrits que vous faites. À chaque fois, c'est parfaitement documenté. Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 regardent les réseaux sociaux et ne lisent plus les journaux. Hein. Je préférerais que ce soit l'inverse, mais vous avez raison. Mais c'est ça. Demain, sur les réseaux sociaux, je balance n'importe quoi sur n'importe qui ici, ça fait 100 000 partages. Et plus c'est croustillant, mieux c'est. Si on met en plus M. Henry dedans, alors là, ça va être 250 000 partages. Bon. Mais c'est pour dire que voilà, je pense qu'il faut se protéger de ça. Et dans le cas présent, on est dans cette série. Moi, je suis quelqu'un, vous l'avez bien compris, très démocratique, très ouvert. Le problème, c'est que j'ai plus d'opposition aujourd'hui.
Peu. Enfin, on était au conseil municipal, il n'y a plus personne. Donc je veux dire, à force quelque part d'essayer de flirter... Vous regrettez Patrick Luxembourger ou il n'a jamais été dans mon opposition. Mais moi, il n'a jamais été dans mon opposition. Patrick Luxembourger, il a fait une campagne contre moi et il n'a jamais il a pas siégé derrière. Bon, voilà. Ça, si c'est ça la vision qu'on peut avoir quand même de la vie démocratique. Non, mais j'ai été dans l'opposition. Moi, j'ai commencé ma carrière politique, et c'est pour ça, c'est un message que j'envoyais aussi à Boucher, lui dire, tu sais, moi j'ai commencé avec Véronique Schmitt, on a commencé, nous, en 2008, par une défaite cuisante de Jean-Marie Demange, pour ceux qui s'en rappellent, hein, où je devais être le premier adjoint, et il m'avait même dit à l'époque, ne reviens pas de vacances, tu choisis la couleur de la moquette du bureau qui sera à côté du mien, qui est maintenant le bureau de mon directeur de cabinet. Et puis vous vous retrouvez brutalement avec, on perd de 35 voix, hein, premier tour, pour ceux qui s'en rappellent. Mais après, je suis entré à l'opposition, et on a fait une opposition dure, mais très constructive. Enfin, on s'est construit là-dessus. Avoir quelqu'un, la relation démocratique. Moi, je suis, mais à aucun moment, moi, je m'applique ce que Voltaire disait. On dit que c'est Voltaire, c'est pas sûr que ce soit Voltaire. Mais dire, je ne pense pas du tout ce que vous pensez, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez l'exprimer. Moi, ça ne me pose aucun problème. Argument contre argument, contre-argument, argument, et à un moment donné, voilà. Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et ma façon de travailler, c'est ça. J'écoute beaucoup mes adjoints, j'écoute beaucoup les conseillers délégués, et à un moment donné, je prends ma décision. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Et voilà. Et le débat démocratique est abaissé. Est-ce que, ici, quelqu'un peut encore accepter ce qui se passe à l'Assemblée nationale? C'est pas que le Sénat a retrouvé certaines légitimités du fait de la sérénité des débats qui s'y déroulent. Mais c'est une honte de voir des gens qui s'invectivent, des gens qui mettent les pieds sur la table, des gens qui viennent... Enfin, on n'est plus dans la représentation. Moi, je vous le disais, pour la France, pour la grande France. Et je serai toujours pour ce pays qui est un pays extraordinaire, pays des Lumières, qui a accueilli, qui a absorbé des millions d'immigrés depuis de tout temps, qui a façonné ce pays à travers ce lien. Alors, la nation qui arrive beaucoup plus tard, le lien national arrive au XIXe siècle, mais autour de la Révolution française, on va dire. Mais voilà, cette grandeur. Et aujourd'hui, mais je suis malade de voir d'insulter des flics, des policiers, pardon, de cadenasser des policiers, et de voir encore des gens qui prennent défense des cadenasseurs sur les policiers. Mais on est où, là? On est dans un pays démocratique? Plus du tout. On est dans la chienlit, comme dirait M. de Gaulle, et on est, à la limite, parfois, de l'anarchie. Allez, un dernier mot, une dernière question un peu plus légère, et après on passera la parole à la salle. Vous avez cité Yves Henry qui est dans la salle, donc on va parler tennis. Vous m'aviez presque glissé à l'oreille, on a discuté tout à l'heure en aparté, et vous me disiez, voilà, c'est en bonne voie pour que Thionville accueille bientôt un tournoi de tennis d'assez haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, déjà, je remercie Yves d'avoir relancé, d'avoir repris au bon l'ATP Moselle. Autrement, il ne serait plus ici, chérie. Ça, c'est la première des choses. Moselle Open. Moselle Open, quand je dis Moselle Open, Moselle Open. Deuxième élément, c'est que Yves, il y a 4-5 ans déjà, il portait ce projet de développer le Moselle Open, pas dans sa forme Open, de dire on va mettre des matchs ailleurs, mais de développer le concept, hein, avec ce qu'on appelle des tournois satellites, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et donc, il m'a, parce que c'est même s'il habite sur la région de Metz, c'est un Thionvillois dans l'âme. Enfin, je ne sais pas ce que tu fais à Metz d'ailleurs, Yves. Hein, d'ailleurs. Tu devrais habiter largement sur le territoire thionvillois. Et donc, depuis le départ, voilà. Et depuis le départ, il me dit, je veux développer sur Thionville un beau tournoi ATP. Donc, on était à l'époque, voilà. Et donc, moi, j'ai tout de suite acquiescé en sachant qu'on avait un handicap majeur, c'est qu'on détruisait Jean Burger. Et donc, qui sera inauguré lors de la passage à la flamme olympique le 26 juin. Et donc, déjà, il y avait un blocage. Et puis, vous savez que j'ai jumelé la ville de Thionville et de Esch. Esch-sur-Alzette. Esch-sur-Alzette. Et dans les 3 grands axes que j'avais définis avec Georges Michaud, il y avait la culture, le scolaire et le sport. Et j'ai proposé à Georges Michaud, qui était réélu, le bourgmestre de Esch. Le bourgmestre de Esch-sur-Alzette, qui est un ami très proche. D'ailleurs, il y a Dan Codello qui est ici, qui se montre. Dan, il est où? Il est là, qui est quasiment le Sherpa de Georges Michaud dans tout ce qui est frontalier. N'est-ce pas, Dan? Et d'ailleurs, on s'est vu il y a quelques jours encore. Et dans la corbeille,
sur le sport, j'ai dit, écoute, il y a un gros tournoi qui pourrait se monter sur Thionville, serait vraiment, et je m'excuse l'expression, de la gueule, si on faisait un tournoi frontalier. Et franco-luxembourgeois et thionvillois et choix. Et donc, voilà, l'idée est montée comme ça. Et donc, au départ, c'était de dire, on installe le tournoi sur les 2 endroits. Et Julien Bouter et Yves nous ont dit, non, il vaut mieux que ça soit une année sur un endroit et l'autre année sur l'autre endroit. Et donc, voilà. Donc là, on est aujourd'hui sur ce projet qui, pour Thionville, maintenant, est validé. C'est-à-dire qu'on aura le premier tournoi qui se déroulera en mars 2025. Et puis, en fonction du calendrier 2026 ou 2027, c'est-à-dire qu'on accueillera peut-être 2 fois de suite chez nous, puis après 2 fois de suite à Esch. Mais voilà. Donc c'est un tournoi ATP. ATP 82 120, je crois que c'est ça. ATP 100. 100. ATP 100. Voilà, donc ce qui n'est pas rien. Et donc voilà, et c'est pour montrer qu'aujourd'hui ce territoire thionvillois, on va peut-être terminer là-dessus, est vraiment assis sur ses 2 pieds. Le pôle, le pied messin, métropolitain, et le pôle maintenant échois. On est vraiment assis sur cet espace libre, ouvert, et puis bien sûr, je mets peut-être en 2e ligne Luxembourgville, qui est une grande capitale, donc dont les préoccupations ne sont pas les mêmes, je veux dire. Mais voilà, on est dans cet espace, et dans cet espace, Thionville, le territoire Thionville progresse. Il lui faut une grande agglomération, elle va l'avoir. Il faut avoir une vision transfrontalière, on a le pôle métropolitain frontalier, et on a ce jumelage qui va nous permettre de porter des projets de grande envergure. Merci Pierre Cuny. La parole est à la salle pour 1 ou 2 questions. Ici. Voilà, monsieur, et ensuite ici. Merci Pierre pour tes propos. Tu as commencé en parlant des élections. Donc tu nous as parlé des élections sénatoriales et ta satisfaction. Tu as parlé de l'élection présidentielle, mais je n'ai rien entendu sur les élections européennes. Donc pourrais-tu nous dire, entre ces 2 élections, quelle serait la position de ton mouvement et de toi-même, puisque je crois que tu es un fédérateur, donc nous dire si tu as quelques idées là-dessus. Alors déjà, François, je te remercie de l'analyse sur le Sénat que tu nous as livrée dans un quotidien journalier. Alors François, c'est un grand connaisseur de par sa fonction de professeur de droit. Alors nous, les choses sont claires sur les européennes. Nous sommes un parti, Édouard Philippe, un parti totalement européen, europhile au maximum, et donc on partira groupé dans le groupe Ensemble, c'est Ensemble, hein, ça s'appelle Ensemble, avec le MoDem, avec Renaissance, et avec bien sûr la partie Horizon. Je crois que les choses sont claires, mais c'est même des éléments qui, nous, localement, vont nous dépasser, puisque ça va être des décisions nationales. J'ai déjà en tête 2 ou 3 noms qui se réfléchissent sur le Grand Est, et donc c'est des éléments, mais on partira ensemble, clairement. Les 2-3 noms, ce sont des noms mosellans. Pas de chance, peu de chance que ce soit des mosellans. Pour le moment, il n'y a pas de Mosellans. Mais bon, ça va être à l'échelon national. Mais après, c'est toutes les discussions qu'il va y avoir. Hein. Je veux dire, c'est très compliqué. Parce que là, on repart sur une élection nationale. Donc, ça va être. C'est 58 ou 60, hein. François, c'est 58 ou 60 ? C'est combien ? 2 de plus cette année, enfin, pour cette élection-là. Donc, une soixantaine. Une soixantaine de voilà, candidats. donc voilà, sur la France. Hein. Ouais. Donc, ça reste battre au partir. Hein. Surtout pour être dans les premiers. Voilà, il faut que tu sois dans les 60 et après, il faut que tu sois dans les 30. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a du monde. Moi, j'irai pas. Je vous le dis tout de suite. Oui, donc ma question, alors d'abord juste 2 petits mots sur les élections sénatoriales, puisque j'étais tête, comme l'a dit Pierre Cuny, tête de liste numéro 2 sur la liste d'Anne Boucher. Quelqu'un hier m'a dit au téléphone « malheureux perdant ». Alors je lui dis effectivement, perdant bien sûr, puisqu'il nous a manqué 3 voix, quand bien même il nous aurait manqué qu'une seule voix, les élections c'est mathématique, on est perdant. Et je lui ai répondu surtout, mais surtout pas malheureux. Et je rejoins ce qu'a dit Pierre, je remercie Pierre d'avoir dit ça tout à l'heure. C'est une campagne qui a été longue, harassante, mais qui nous a permis de mettre en lumière le parti Horizon et de mettre en lumière Édouard Philippe, qui pour nous sera certainement, probablement le prochain président de la République, et c'est notre souhait. J'arrête là sur les sénatoriales. Mais la politique continue, et je reviens sur la mobilité, puisque j'étais un peu contrit ce matin en lisant le journal de vos collègues, et je reviens sur le manque de solidarité au niveau local, départemental, des élus, tous bords confondus. On a beaucoup parlé dans cette campagne de la problématique qui nous concerne tous, du TGV Paris-Berlin, ce TGV qui avait été annoncé passant par Sarrebruck,
J'en ai parlé avec notre ami Dèche sur Alzette tout à l'heure quand on s'est rencontrés sur le parking. Cette décision qui est pas encore définitive, mais qui est sans aucun doute due à la solidarité politique de nos amis alsaciens qui savent se mettre ensemble quand ils doivent défendre leur territoire. Cette décision qui fait que, a priori, le TGV Paris-Berlin passerait par Strasbourg, c'est dommage, on ne se mobilise pas assez. Et non pas par la Moselle. Hein, et pas par la Moselle. Alors, il faut défendre la prévu, Moselle. Initialement, voilà. La Deutsche Bahn et la SNCF avaient dit que ça devait passer par la Moselle. Et là, finalement, le gouvernement dit que ça passerait par Strasbourg. Voilà. Et je pense que ça déçoit aussi nos amis luxembourgeois, mais encore plus particulièrement nos amis sarrois, qui espéraient sur ce passage de TGV. Et donc, sur les mobilités, ce qui m'a un peu déçu encore une fois ce matin, dans la presse, Europe Écologie Les Verts dit ce matin, à la fois Marine Tourdelier et a priori des élus mosellans, des représentants de LVV, disent cette autoroute ne doit pas se faire, c'est un projet écocide, il ne faut pas faire cet A31 bis. Et là, je déplore ce manque de solidarité sur un projet qui est important, qui est incontournable, et qu'aujourd'hui des voix s'élèvent pour dire il ne faut pas le faire. C'est regrettable dans le contexte que tu évoquais tout à l'heure, Pierre, de choix qui est en train de se faire aujourd'hui. On devrait parler d'une seule voix sur le territoire. C'est ce qu'on a défendu d'ailleurs pendant la campagne. Merci. Voilà, je voulais ton sentiment, Pierre, d'ailleurs, sur cette position qui a été prise encore une fois. Pendant la campagne, c'est ce que j'ai dit, je le dis et je le redis. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé peut-être à un niveau supérieur maintenant. On ne pèse pas assez en Moselle. Voilà, je le dis, c'est clairement. Et il faut absolument que maintenant, et j'appelle tous ceux. Alors, il y a des gens qui... Alors, on ne pèse pas parce qu'on ne travaille pas assez ensemble, ou on ne pèse pas aussi parce qu'on n'a pas de relais au niveau national, finalement. Aujourd'hui, on n'a pas de relais. Il y a Isabelle Rouge qui a une position... On avait eu un ministre de la Santé. Oui. Et... On a Isabelle Rouge qui a une position éminente. Il y a Patrick Weiten, comme sur le plan des Jeux Olympiques, qui fait un travail colossal. Colossal. Bon. Mais on va dire, sur la partie influence, et l'exemple que Jean a pris, c'est incroyable, quoi. Le président de la SNCF dit ça passera par Forbach et par Sarrebruck, puis tu as Clément Beaune qui vient à Strasbourg, il dit non, ça passera par Strasbourg. Mais quel relais? Est-ce qu'on imagine, moi je prends l'exemple des gens du voyage, à Gros-Tanquin, est-ce qu'on imagine qu'un élément comme ça, avec Édouard Philippe, je veux dire, président, et Anne Boucher, sénatrice, que ça serait passé comme ça? Pas du tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas de relais. C'est-à-dire que si on met les gens... On a des députés, pourtant, y compris Isabelle Roche. Oui, alors, dans le cas présent, Isabelle Roche, on était sur un territoire qui n'était pas le sien, donc c'est compliqué quand même pour elle, les sur un territoire. Mais on n'a pas de poids aujourd'hui, clairement. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on arrive à Thionville à bouger parce qu'on a nos connexions, il y a, voilà, ça, mais il n'y a pas de poids, et ce n'est pas un reproche sur personne. Il faut qu'on travaille en meute, et surtout qu'on arrête parfois de voter pour le copain, quoi. Faut voter pour l'efficace. Moi, ce que je veux, moi j'ai été chef de service à l'hôpital, je ne prenais pas celui qui avait une bonne thèse, je prenais celui qui était le meilleur médecin. Voilà, et la politique, c'est un métier, c'est pas une rente de situation. Question, Yves. Je suis quand même un tout petit peu surpris sur un point. On considère qu'il n'y a pas de solidarité au niveau, je dirais, de Second Est. C'est pas normal. Quand vous regardez Second Est tel qu'il est composé, vous avez les Alsaciens qui ont une seule vue, qui est effectivement gérée de l'autre côté des frontières. Vous avez Champagne-Ardenne qui regarde lui plutôt Paris. Et nous, je sais, alors quand je dis nous, je ne sais plus très bien de qui on parle, puisque la Lorraine pour moi n'existe plus. Donnez-moi aujourd'hui une structure qui représente la Lorraine et qui effectivement a un impact sur quoi que ce soit. Donc je pense qu'il ne faut pas être surpris aujourd'hui qu'on pèse rien vis-à-vis de Paris, et que Paris prend effectivement des décisions comme celle effectivement de ce TGV en disant que c'est Strasbourg et pas Forbach-Sarrebruck, alors que techniquement on sait pas tellement bien que c'est par là que ça doit se passer. Vous voyez, d'un autre côté, aujourd'hui on n'est même plus relié par train directement sur Lyon, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, je dirais, qui ont existé à la Pardieu à Lyon, mais tous ces problèmes-là sont résolus et aujourd'hui les problèmes n'avancent pas. Donc je pense que premièrement, au niveau de Second Est, il faut quand même qu'on essaye à nouveau de vraiment valider un certain nombre de choses. Et pour moi, la faiblesse, elle vient de là. Elle vient de là. Voilà. Merci pour ce point de vue. Alors, monsieur, d'abord. Elle existait, je m'excuse, je vais répondre. Elle existait avant, Yves.
lorsqu'il y a eu le plan blanc, Balladur, il y avait les 7 grandes régions et la Lorraine au milieu n'existait pas. Donc elle existait avant. Hein, et ça n'a fait alors je suis d'accord avec toi, qu'amplifier, clairement. Oui, Pierre, je voudrais juste, bonjour Hubert Hermanger, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Yves. Comment s'appelle le secrétaire général de l'Élysée? Il s'appelle Alexis Kohler et il est Alsacien. alsacien. Et Gabriel Attal, Quelle est la région qui a encore une maison régionale qui représente ses intérêts à Paris? L'Alsace. La maison de Lorraine a disparu il y a plus de 10 ans. La maison de Franche-Comté aussi. Moi, je suis extrêmement critique sur la qualité des élus régionaux. Les Alsaciens savent faire. Ils ont des clubs à Paris qui regroupent des intérêts économiques, des chefs d'entreprise qu'on est infoutu de faire. Alors, il ne faut pas pleurer ensuite lorsqu'on a des résultats qui ne fonctionnent pas, lorsqu'on a une décision qui se prend sur un coup de lobby ou sur un coup de pression économique, on ne sait pas faire. Et ça tient à la qualité des gens qui nous représentent. On s'est sabordé il y a 20 ans, on n'a plus de représentation nationale quand on veut faire pression. On a nos élus qui font avec ce qu'ils peuvent, mais qui ne sont pas au poste de décision. Alors il y a une nouvelle génération à venir peut-être qui va prendre conscience de la nécessité de ces choses. Laissez répondre Pierre, Alors, après il y aura une je question. fais une remarque fond, là-bas. simplement. Historiquement, parce qu'il faut toujours regarder le fruit de l'histoire, Hubert. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est simplement le fruit, alors déjà de l'annexion, de Lorraine, puis post-guerre bien entendu, et notamment en 1946, mais dès le départ, le conflit entre deux territoires, et la faiblesse, elle est venue de là. Moi, je me rappelle, mon père était doyen de la fac de médecine. Et donc, à un moment donné, rappelez-vous, 72, on devait créer un CHU à Sémécourt, vous vous rappelez? Et celle qui avait le projet, c'était Alice Saunier-Seité, qui était la ministre des universités de Giscard d'Estaing, 74. Et ça a été, alors qu'il était évident qu'il fallait... le CHU, il ne devait pas être à Brabois, il devait être là. Et c'était une bagarre pour détruire le projet et pour construire Brabois. Mon père, à l'époque, je sais, lui, il voulait. Il était peut-être un peu comme moi, complètement... Mais il voulait ici. Et donc, Hubert, c'est le fruit. Et aujourd'hui, tu retrouves encore, pas dans les derbys footballistiques, on ne joue plus au même niveau, mais encore cette faiblesse, cet affaiblissement entre les deux territoires, Lorraine-Nord, Lorraine-Sud. On ne travaille pas ensemble, alors que les Alsaciens, je rappelle, quand je pars sur la fusion de la grande agglomération, je dis à mes copains qui faisaient un petit peu la tête, je dis mais regardez en Alsace, il y a Strasbourg, Colmar, Mulhouse. En Lorraine aujourd'hui, en termes de surface, il y a Metz-Nancy, et qui ont plutôt tendance à... Et il faut un troisième pied, et un pied qui soit frontalier. Voilà. Et donc il y a cette absence, alors là, pareil, hein, je ne vise personne, mais cette absence de vision que les Lorrains ont. Est-ce qu'on peut encore accepter qu'on ait mis un aéroport dans les champs sans connexion et qu'on ait mis une gare d'interconnexion dans les champs? Est-ce qu'on peut l'accepter encore? Eh bien, il y en a beaucoup qui l'acceptent. Voilà. Ben, c'est complètement dément. On ferait mieux aujourd'hui. Enfin, moi, ma vision... Alors, non, je dis rien. Parce que... Si, allez sans filtre aujourd'hui. Non, je ne vais pas dire parce que je vais avoir mon amie Brigitte Torletin qui va me téléphoner dans une heure. Non, je dis rien. Mais je dirais simplement, on a un superbe aéroport qui s'appelle à Luxembourg, un superbe, où tous les Lorrains vont à Luxembourg prendre le train, et on ferait mieux mettre une liaison directe entre notre territoire et Luxembourg, Luxembourg, et puis voilà. Bah, je le dis à votre place, ce que vous vouliez dire, c'est quoi? Il faut fermer l'aéroport régional? Je ne dis pas qu'il faut fermer. On peut laisser cet aéroport, mais on voit que c'est du fret. Donc, ici, quand vous partez à l'étranger, qui va à l'aéroport de Metz, Nancy, et qui va à Luxembourg? Qui va à Luxembourg? Voilà, donc pratiquement unanimité. Hein, dans voilà, la salle, c'est tout. Voilà. Donc à un moment donné, quand je vous disais oui, c'est vrai. Mais quand je dis qu'il faut avoir une vision, mettons des agglos, de travailler ensemble, il faut avoir une vision politique, non pas pour défendre son petit territoire, mais avoir une vision de territoire. C'est comme ça qu'on sortira. Et on peut s'en sortir, parce qu'il y a des élus de qualité sur le territoire. Le maire de Metz est un élu de qualité, les gens de la métropole sont des gens de qualité. Autour de moi, j'ai des gens de grande qualité. Il y a des gens de qualité. Il faut qu'ils apprennent simplement à imaginer que c'est pas parce qu'on tue l'autre, qu'on lui marche sur la tête, qu'on ira mieux. Bien. Une question à la monsieur. Pierre, allez-y, Pierre, après monsieur, vraiment, parce que ça fait longtemps qu'il lève le doigt. Monsieur aussi. Et après madame. Moi, c'est simplement pour signaler que
Pierre, on parle beaucoup de fusion, mais il y a un bel exemple de réussite et tu l'as parfaitement maîtrisé puisque tu as accompagné deux clubs thionvillois qui végétaient en régional et tu as soutenu et tu as accompagné ce projet et tu as prouvé que lorsqu'on se rassemblait à deux, eh ben, on peut rayonner au niveau national. En tout cas, Et d'ailleurs, félicitations. Alors, juste les deux clubs, que tout le monde soit... il y avait les Portugais de Thionville et le FC Thionville. Et En- maintenant, on a Thionville-Lusitanos. En foot. En foot. Et j'ai quand même des sueurs froides tous les lundis quand je me lève en disant pourvu qu'ils perdent. Parce qu'ils sont en tête et ils vont me sortir en équipe de National 2 après, dans c'est- 6 mois. Et là, C'est du budget. je me tournerai vers des. Voilà. Allez, question. Je me tournerai vers des Monsieur, grands, et après, madame. gros industriels. Monsieur. Non, mais FC Metz. Oui, mais pas Lusitanos. Eux, ils gagnent. Allez, encore deux questions et on vous libère, Bon, monsieur. je veux revenir sur la question du TGV Paris-Berlin. Alors, Dan Codello. Hein. Oui, pardon, Dan Codello, Voilà. donc coordinateur de la politique transfrontalière à la ville d'Esterhalzet. Mais je peux nous confirmer que vous avez des élus et des fonctionnaires de qualité du côté français et qui travaillent avec nous ensemble. Et il faut cette force. Pierre a parlé du côté français du PMF, mais nous avons la même chose. Nous avons 11 communes du côté luxembourgeois qui s'appellent le Pro-Sud. Et les deux entités se sont mis d'accord et même sont momentanément analysées par l'OCDE grâce à un appel par la Commission européenne comme une des 5 régions transfrontalières d'excellence pour développer de nouvelles méthodes de gouvernance. Mais moi, la question que je me pose, la France, elle a renouvelé le traité d'Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne suite à la signature de 63. Il y a le traité du Quirinal avec Rome. Ils ont signé un traité avec l'Espagne. Mais le seul pays avec les relations transfrontalières sont les plus importantes, on a une conférence intergouvernementale qui se réunit de manière plus ou moins régulière. Si on a 18 mois. Si on a quelque chose à l'ordre du jour, on se retrouve. Donc, n'est-ce pas d'urgence de commencer peut-être aussi des négociations en vue d'un traité franco-luxembourgeois sur les grandes questions transfrontalières et instaurant également un comité des élus locaux parce que le traité avec l'Italie et le traité avec l'Espagne le prévoient. Et ainsi, donc, tous les niveaux sont représentés afin d'éviter des décisions telles que celle avec le TGV Paris-Berlin. Merci. Pierre, voilà, Alors, cette question lancinante des relations, moi, je suis de pas- l'efficacité des relations Moi, entre je la ne France suis et le pas Luxembourg. obligatoirement, Dan, là aussi dans une structuration étatique. Moi, je veux qu'on sorte de ça dans les relations franco-luxembourgeoises. Quand tu dis les élus locaux, bon, on dit PMF, il est représenté par 8 EPCI aujourd'hui autour de la table des négociations. Et je pense qu'il faut une certaine souplesse, puisque peut-être la différence entre les traités du Quirinal avec l'Italie ou d'Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne, c'est la taille des pays. Là, on a Luxembourg, la taille d'un pays qui est la taille d'une région française, bon, et qui nous permet d'être beaucoup plus souple. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de simplicité et d'efficacité dans les décisions, et qu'on arrête de nous balader d'une structure à l'autre. Il y a 2 États, mais il faut qu'on ait une structure plus légère entre nous, qui peut être représentée par les députés, le préfet de région. Ça a avancé quand même en France, et qui permettent d'avancer par voie dérogataire sur des éléments qui seraient après entérinés en France. Notamment, je parle notamment de la fiscalité. C'est le gros problème que nous avons aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a la mobilité et la fiscalité. Et la fiscalité au sens large. C'est-à-dire que moi, par exemple, je plaide sur l'installation des médecins, on se plaint qu'il y a une désertification médicale. Bien, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas, on va peut-être... Mais qu'est-ce qui va pousser un médecin français à s'installer à Audintiche alors qu'il fait 50 mètres de l'autre côté, il habite à Audintiche, c'est celui qui va à Longjuil, à Montigny-les-Metz, et Metz. Ah oui, c'est une chose. Bon, il va s'installer à Luxembourg, sa consultation c'est 55 €, et il va habiter à Audintiche. Bon, donc il faut qu'on puisse avoir, mettons, des éléments dérogatoires. Dans des zones de désertification médicale, et dans lesquelles j'y inclus les zones frontalières, qu'on ait une souplesse et que ça soit entériné par la suite, par voie législative, sur le plan du Parlement français. Alors que là, on reste en statut, l'un en face de l'autre. Alors moi, je pousse ce projet, mais depuis 3 ans. Ça avance pas, ça tourne en rond. Mais on n'a plus de médecins. Qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, on va faire éventuellement une maison médicale sur la frontière. Vous m'avez expliqué vous-même, mais attends, quel médecin luxembourgeois va aller sur une maison... Je dis, ceux qui pensent ça, quand même, ils ont vachement pratiqué dans la vie. Ils pensent, on met une maison médicale à Audintiche, mettons à la frontière, et on met des médecins luxembourgeois et des médecins français.
Le médecin français, il pratique les tarifs de la sécurité sociale luxembourgeoise s'il soigne un luxembourgeois. Mais le médecin luxembourgeois, il fait le tarif de la sécurité sociale française s'il soigne un Français. Et vous voyez beaucoup de médecins luxembourgeois qui vont aller soigner des Français. Ça n'a aucun sens. C'est dans la tête. C'est comme, enfin, là je fais une petite critique acerbe, c'est comme lorsqu'on dit on va gérer la désertification médicale en installant une 4e année de médecine, alors que ça serait l'année de spécialisation, de hautement spécialisation, on va les mettre dans les déserts médicaux. Pour les obliger à aller dans les déserts médicaux. Ouais. Voilà. C'est comme ceux qui me disent il faudrait que un médecin, parce que je suis pour la régulation de l'installation, hein, clair, hein, je suis un des seuls d'ailleurs, je porte ça. Horizon, le groupe Horizon maintenant est très avancé là-dessus, pour à un moment donné réguler l'installation. On ne peut plus continuer à former 10 000 médecins par an et qu'ils aillent s'installer où ils veulent. Donc moi, il faut réguler. Pas les obliger, réguler. Vous allez dans telle ville, il y a une surmédicalisation de cardiologues. Il va bientôt vous en manquer un d'ailleurs ici. Ouais, il va partir Bon, pour le. vous êtes pour le dans une Sénat. surmédicalisation cardiologue, et ben le Xème qui va s'installer, et ben il n'est pas conventionné. Et ainsi de suite. Et donc vous verrez que ça ira vite. Hein. Bon. Mais là, non, on est en train de dire 4e année. Mais non, c'est pas comme ça. On pourrait faire un débat, Ouais. une émission entière sur ces sujets-là, mais voilà, leur tour, on va devoir boucler. Mais j'avais promis une dernière question pour Madame. Il existe des maisons de région du Grand Est, ailleurs qu'en Grand Est, et notamment une à Paris, une à Bruxelles et une à Berlin. Donc il y a bien, le Grand Est est bien représenté, ainsi donc l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine à Paris. Et la région Grand Est rayonne bien au-delà des Bien. frontières de la région. Merci pour cette précision qui sera du coup le mot de la fin. Merci Pierre Cuny. Merci à vous tous. De vous de votre avoir écoute. accepté notre invitation. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de Sans Filtre, maintenant en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, avec Orange, avec le créateur Joaillier Bianchi. Prochain rendez-vous le 31 octobre. Et puisqu'à Sans Filtre se veut être un lieu de débat ouvert à toutes les sensibilités politiques de l'échiquier politique, nous accueillerons le député de Moselle, RN, Laurent Jacobelli. À bientôt. Merci.